Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode des Clés avec au menu cette question. Est-on parti pour une guerre commerciale mondiale ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump multiplie les annonces sur des droits de douane tous azimuts. Au départ, c'était surtout des menaces, mais qu'il est en train de mettre progressivement à exécution, ce qui déclenche aussi en conséquence des mesures de rétorsion. Alors vit-on un moment de bascule pour le commerce mondial ? Quelle stratégie pour l'Europe face à cela ? On va prendre 27 minutes pour y voir clair. La première, les clés. To me, the most beautiful word in the dictionary today and any is the word tariff. 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 It's more beautiful than love. It's more beautiful than anything. It's the most beautiful word. This country can become rich with the proper use of tariffs. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas prévenu. Ce que vous venez d'entendre est issu d'un podcast réalisé avant l'élection présidentielle. Donald Trump y estimait donc que les tariffs, les droits de douane, c'était le plus beau mot du dictionnaire, plus beau même que le mot « love », et que grâce à ça, les États-Unis allaient devenir riches. Alors, une fois de retour à la Maison-Blanche, ça n'a pas traîné. Il a commencé par des menaces, à l'égard de la Chine bien sûr, de l'Europe, mais aussi de ses voisins, le Canada et le Mexique, des menaces pour obtenir notamment des mesures de sécurité à la frontière, et puis début mars, il a décidé de mettre ces menaces à exécution. Dès demain, 25% de droits de douane pour le Canada et pour le Mexique. Et s'ils veulent les éviter, ils n'ont qu'à construire leurs voitures et autres choses aux États-Unis. Dans ce cas-là, ils éviteront les taxes. Le calcul est donc simple. Avec ses droits de douane, Donald Trump poursuit deux objectifs économiques. Remplir les caisses de l'État avec les recettes et pousser les entreprises à localiser leur production sur le territoire américain tout en baissant l'impôt des sociétés pour ceux, justement, qui produisent aux États-Unis. Sauf que voilà, 24 heures seulement après l'annonce de ces droits de douane, Donald Trump faisait déjà marche arrière pour toute une série de produits, notamment sous pression des constructeurs automobiles américains. Le nouveau président a dû faire face à une levée de boucliers de la part des trois plus grands constructeurs américains, Ford, Stellantis et General Motors. Car les pièces automobiles franchissent plusieurs fois la frontière mexicaine et canadienne avant d'arriver aux États-Unis. Des droits de douane de 25% à chaque traversée auraient augmenté le coût de production et avantagé les constructeurs étrangers. Ça aurait eu un impact négatif sur les entreprises américaines. Bref, le gros des mesures est postposé d'un mois, surtout en ce qui concerne le Mexique, puisque là, Donald Trump justifie sa marche arrière aussi par le fait qu'il a obtenu de la présidente mexicaine des garanties en termes de sécurisation de la frontière et de lutte contre le trafic de drogue. Mais le bras de fer, qui se déroule sur le continent américain, n'est qu'une partie de la guerre commerciale en cours. Les États-Unis ont aussi décidé de droits de douane très conséquents, 20% sur tous les produits chinois qui viennent s'ajouter à d'autres taxes déjà décidées ces dernières années. Des droits de douane de 25% sont aussi désormais d'application depuis le 12 mars dernier sur tout l'acier et l'aluminium qui rentrent sur le territoire américain, quelle que soit sa provenance. Une mesure qui touche l'Europe de plein fouet et à laquelle l'Union européenne a choisi de réagir par la voix de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.
The European Union must act to protect consumers and business. L'Union européenne doit agir pour protéger les consommateurs et le business. Les contre-mesures que nous prenons aujourd'hui sont fortes mais proportionnées. Alors que les États-Unis appliquent des droits de douane pour 28 milliards de dollars, nous répondons par des mesures d'une valeur de 26 milliards d'euros. Ces mesures seront introduites en 2 phases. Elles débuteront le 1er avril et seront pleinement en application le 13 avril. Dans l'intervalle, nous restons ouverts à la négociation. Et on sent là toute l'incertitude que génère aujourd'hui cette stratégie du président américain. Faut-il riposter ou tenter de négocier au risque alors d'entrer dans son jeu de chantage? Jusqu'où ira-t-il dans cette politique de droit de douane qui semble très improvisée ces dernières semaines avec 3 pas en avant, 2 pas en arrière et un climat chaotique qui fait perdre le nord aux investisseurs? Est-on parti pour une guerre commerciale mondiale? Et si oui, avec quelles conséquences? Eh bien, c'est tout cela que nous allons maintenant explorer. Et avec nous, 2 invités pour explorer tout ça. Tout d'abord, Charlotte de Montpellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste chez ING. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le monde économique, il est un peu déboussolé par ce qui est en train de se passer aux États-Unis? D'une certaine manière, oui. Donc, c'est vrai, les tarifs douaniers, ils étaient prévus, ils étaient annoncés. La façon dont les tarifs douaniers sont décidés, implémentés par Donald Trump et surtout le va-et-vient rend un peu les choses très compliquées. Il faut se rappeler que Donald Trump, quand il a été élu sur son programme, il voulait mettre des tarifs douaniers en même temps que d'autres mesures politiques et économiques, par exemple, réduire les impôts auprès des entreprises. Ce qui avait été perçu comme favorablement par les entreprises américaines et donc finalement par la finance au niveau mondial. Les investisseurs étaient plutôt optimistes. Et puis là, on se retrouve dans une situation où les tarifs douaniers sont la seule chose qui est mise en place. On ne parle plus de baisse d'impôts, on ne parle plus de soutien aux entreprises. Donc c'est déjà un peu plus difficile comme contexte. Et les tarifs douaniers qui vont dans un sens, qui vont dans un autre sens. Beaucoup de menaces, des choses qui sont mises en place et le lendemain qui sont retirées. Ça veut dire que pour les entreprises, elles sont face à une incertitude absolument gigantesque et elles ne savent plus du tout sur quel pied danser. On sait que les marchés détestent l'incertitude. Là, pour le coup, ils sont servis en incertitude. Est-ce que le problème ne vient pas du fait que Donald Trump, il utilise ces tarifs douaniers à la fois pour des raisons économiques que l'on a décrites, mais aussi comme une arme pour obtenir des choses qui n'ont rien à voir avec l'économie, comme la sécurisation de la frontière, comme la lutte contre la migration illégale, et que pour être crédible, justement, dans les bras de fer qu'il mène avec, par exemple, le Canada et le Mexique, il doit à un moment donné annoncer qu'il les met vraiment en place, sauf que rien n'est prêt dans tout ce qui doit accompagner économiquement ces mesures-là. Oui, effectivement. Donc c'est vraiment ces 2 objectifs en même temps qui sont en fait finalement difficilement compatibles. On sait difficilement prendre ça comme une arme de négociation, la crainte. Donc on met ça en place pour faire peur et pour que les pays, qu'ils soient alliés ou pas, négocient. Et d'un autre côté, compter là-dessus pour financer des politiques économiques, pour ramener des revenus à l'État ou voir ce qu'il espère pour engendrer des relocalisations. Et donc les 2 ensemble, c'est pas compatible, ça crée des problèmes. Je pense qu'en fait, quand on analyse la situation, il faut bien différencier un peu quelle zone géographique est touchée plutôt par l'arme de la négociation, quelle zone géographique est plutôt touchée par l'arme simplement du levier économique. Le Mexique, le Canada, très clairement, Donald Trump semble souhaiter surtout négocier. L'idée, in fine, n'est pas spécialement que tous les tarifs douaniers soient augmentés. Il sait que ce sera très dommageable aux entreprises parce que, comme on le disait très bien dans l'introduction, les biens passent plusieurs fois la frontière et donc chaque fois des tarifs douaniers, c'est extrêmement dommageable pour les entreprises, en ce compris pour les entreprises américaines. Donc ça, c'est pour les voisins. Et puis, il y a les autres, comme l'Union européenne, où là, il semble quand même que c'est moins une arme de négociation et plus l'idée de se dire, il estime que la balance commerciale n'est pas juste comme il le souhaiterait et que donc il doit aller là-dedans en termes de levier économique. Et donc là, c'est complètement autre chose. Et évidemment, ça veut dire aussi que le jour où l'Europe est touchée par des tarifs douaniers, vu que c'est pas vraiment pour une négociation, mais il y a plus de risques que effectivement les tarifs soient implémentés et restent. Alors avec nous aussi pour cette émission, Hélène Ladzer, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur d'économie à l'UC Louvain Saint-Louis Bruxelles. Un petit mot sur l'aspect
qui semble assez improvisé jusqu'ici. Quand on résume un petit peu ce qui vient de se passer depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a l'impression que oui, il y a cette intention d'augmenter les tarifs, mais sur le comment, sur la vitesse, on essaye quelque chose, on le démonte 24 heures plus tard. Ça donne l'impression que tout ça n'a pas été très, très réfléchi. Oui, alors c'est pour reprendre ce que Charlotte disait à l'instant. En tous les cas, il y a une notion qui est extrêmement transactionnelle chez Donald Trump. Donc systématiquement, il faut faire des deals, il faut essayer de négocier. Et donc c'est vrai qu'en fait, quand ces tarifs sont utilisés comme une menace, on a l'impression que oui, d'un point de vue économique, il n'a absolument pas réfléchi ni à leur implémentation, ni à leurs conséquences. Et pour lui, c'est une arme comme une autre dans des négociations. Il a annoncé par exemple des tarifs réciproques qui devraient entrer en œuvre début avril. Réciproque, ça veut dire qu'on regarde au cas par cas quels sont les tarifs pratiqués par les différents pays avec lesquels les États-Unis commercent et on essaye d'imposer des tarifs qui sont les mêmes. Mais donc, les tarifs ne sont pas les mêmes sur tous les biens. Je crois qu'il y a eu des chiffrages comme quoi il y aurait environ 2 millions ou 2,5 millions de tarifs différents à mettre en œuvre en tout dans la relation commerciale pour les États-Unis, ce qui est de l'ordre de l'impossible. Et donc, effectivement, des fois, on ne sait pas véritablement s'il y a une vraie stratégie qui a été pensée ex ante. Ça, c'est clair. Oui, une sorte de politique slogan, où on a entendu ces slogans en meeting pendant la campagne. Là, il semble les redire en tant que décideur, maintenant qu'il est président des États-Unis. Mais quand il s'agit de les mettre en place derrière, quand on voit les conséquences concrètes, notamment ici, par exemple, pour les entreprises du secteur automobile américain, ça ne tient pas la route. C'est la confrontation du discours économique de Donald Trump à la réalité des faits ? Oui, sans doute. Donc, il y a un rétropédalage pour un certain nombre de secteurs qui font entendre leur voix, un certain nombre de lobbies qui sont suffisamment puissants. Maintenant, on a aussi, quelque part, les marchés, pendant tout un temps, avant l'élection de Donald Trump, restaient un petit peu dans le déni, ou en tous les cas, il y avait un certain nombre d'analystes qui disaient qu'ils ne mettraient pas ces menaces à l'œuvre. Il y a quand même, par exemple, les tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, ils ont été mis en œuvre. Là, ils sont depuis quelques jours. Il y a déjà des impacts, j'entendais encore un reportage sur vos ondes ce matin avec un producteur de bière qui se retrouvait face à une pénurie en termes de bouteilles en verre puisque tout le monde s'est rué dessus et à un renchérissement de ses matières premières. Quelque part, c'est un outil avant tout politique et transactionnel pour Trump, mais je pense qu'il est prêt, en tous les cas, sur un certain nombre de points, à finalement se confronter à la réalité économique, même si les conséquences sont beaucoup plus importante que ce qu'il a sans doute anticipé. On va peut-être d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe au niveau des marchés financiers depuis quelques semaines, où on voit que là c'est plutôt la grimace que l'on fait sur les marchés américains, et on va parcourir ça brièvement en compagnie de Sarah Pousset. L'année 2025 commence très mal pour les marchés américains et c'est une conséquence directe de l'effet Trump. En cause, sa guerre commerciale et ses déclarations imprévisibles. Résultat, depuis le début de l'année, les bourses à l'étranger, notamment chinoises et européennes, performent mieux que Wall Street. En plus d'acheter hors États-Unis, les investisseurs n'hésitent pas à largement revendre leurs actions américaines. C'est ce qu'on a observé le 10 mars dernier suite à la diffusion d'une interview du président. Sur la chaîne Fox News, la journaliste lui demande si le pays doit s'attendre à une période de récession. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition. Ni oui, ni non, juste une période de transition, une réponse beaucoup trop floue pour les marchés et qui a provoqué la chute des indices boursiers. C'est la logique, si tout le monde revend ses actions au même moment, eh bien l'offre dépasse la demande et les prix dégringolent. Ce sont notamment les entreprises technologiques qui ont particulièrement été touchées. Par exemple, les actions d'Apple ont perdu près de 5% de leur valeur, 4% environ pour Microsoft et Meta. Pour Tesla, c'est carrément la dégringolade avec une chute de 15% en un jour. Au total, depuis mi-décembre, l'entreprise a perdu la moitié de sa valeur boursière. Bref, les marchés financiers envoient des messages au président américain, mais reste à voir s'il y sera attentif. Hélène Lazer, on le disait, vous êtes professeure d'économie. J'ai envie de vous entendre sur le raisonnement économique de base de Donald Trump. Parce que
Quand on l'entend expliquer ce qu'il veut faire, c'est-à-dire mettre des tarifs douaniers pour éviter qu'il y ait trop de produits qui rentrent, de produits fabriqués qui rentrent aux États-Unis, qu'ils soient plutôt fabriqués sur le sol américain, et que ceux qui rentrent payent des taxes qui vont en plus financer l'État et permettre en plus de réduire l'impôt des sociétés pour favoriser encore ceux qui produisent aux États-Unis. Quand on l'entend comme ça, qu'on se dit que les États-Unis sont une économie très performante, avec beaucoup de ressources, avec un grand marché de consommateurs, est-ce qu'en théorie, c'est pas quand même quelque chose qui pourrait fonctionner ? Oui, sans doute. En fait, habituellement, c'est comme ça qu'on justifie en fait des droits de douane. C'est, en tous les cas, une des grandes justifications dans l'histoire économique, c'est par exemple pour protéger une industrie locale qui est trop soumise à la concurrence internationale ou pour réindustrialiser sur le sol domestique quand on a en fait envie de relancer ou de créer des emplois ou de redynamiser un secteur. Donc effectivement, c'est un raisonnement qui tient la route sur le papier. Maintenant, c'est pas systématiquement un raisonnement qui peut s'appliquer à tous les secteurs. Et donc, par exemple, il y a un secteur qui a été déjà protégé, ou en tout cas, on avait déjà introduit des droits de douane pendant la précédente mandature de Trump, c'était justement l'acier et l'aluminium. Et il y a des études qui montrent qu'en fait, il n'y a pas eu de redynamisation de ce secteur en termes de production en 2018. Et on ne s'attend pas nécessairement non plus à une redynamisation de ce secteur actuellement, sachant qu'il y a déjà des géants de l'acier et de l'aluminium qui se sont exprimés pour s'attendre effectivement à ce que ça augmente les prix. Donc il y a une diminution de la concurrence des producteurs locaux puisque l'aluminium et l'acier qui sont importés sont renchéris de par l'introduction des tarifs. Mais par contre, pour réinvestir dans l'ouverture de nouvelles chaînes de production, il y en a déjà aussi qui se sont exprimés en disant que simplement les tarifs, ça n'était pas suffisant. C'est des décisions d'investissement qui se prennent à des horizons de 20 ou 40 ans. Et l'incertitude, c'est combien de temps ces tarifs seront maintenus, et aussi, apparemment, ce qui les inquiète beaucoup plus, c'est le coût de l'énergie. Donc, il n'a rien à voir, en fait, avec une concurrence avec l'international. Donc ça, c'est pas un raisonnement qui tient la route. Ça, c'est un élément intéressant à noter. Les mesures prises à l'égard des importations d'aluminium et d'acier lors du premier mandat de Trump n'ont pas eu les effets espérés pour le tissu économique et pour l'emploi aux États-Unis. La pénalisation de la concurrence étrangère a eu tendance à faire monter les prix de l'acier et de l'aluminium produits aux États-Unis, et donc de renchérir l'ensemble des prix pour tous les acteurs économiques qui ont besoin de ces matériaux dans leur ligne de production. Sans compter que le manque de visibilité à long terme sur la politique économique américaine a découragé beaucoup d'investisseurs de relancer de la production sur le sol américain dans des filières où les investissements sont très lourds et demandent de pouvoir développer une vision à 20, 30 ou 40 ans. Et l'Europe, alors, face à cela ? Que doit craindre concrètement l'Union européenne de cette nouvelle présidence Trump ? En tout cas, nous dit Hélène Latzer, ce que le nouveau président américain ne supporte pas, c'est l'idée que les Américains achètent plus de produits européens que les Européens n'achètent de produits américains. Trump est obsédé, par exemple, par cette notion que l'Europe a été créée pour embêter les États-Unis, par exemple sur cette notion de la TVA, qui en fait pour lui est un droit de douane déguisé. Alors qu'en fait ce n'est absolument pas le cas, c'est une taxe indirecte mais qui s'applique tout aussi bien aux biens importés qu'aux biens produits localement. Et donc ça ne rentre absolument pas dans la définition, mais donc dans l'esprit de Trump c'en est. Tout ce qui est aussi les mesures non tarifaires, donc par exemple des règles que l'on doit respecter en termes de contenu, de mode de fabrication, les respects de la vie privée aussi, tout ce qui est les GAFA. Enfin, je veux dire, on est empêché de faire un petit peu ce qu'on veut sur le sol européen pour un certain nombre de raisons. Et ça, je crois que c'est l'autre obsession de Trump par rapport à, son raisonnement, en tout cas, dans la relation spécifiquement avec l'Europe, c'est to level the playing field, mais en fait, on a l'impression qu'à nouveau, ça reste assez basique en termes d'analyse de la situation.
Bon, alors justement, quelles pourraient être les conséquences pour l'Europe de ce qui est en train de se jouer là, Charlotte de Montpellier? Est-ce qu'on a déjà une idée? Bon, on voit un peu ce que Trump est en train de décider. Il y a l'aluminium et l'acier. On a entendu les mesures de rétorsion que décide l'Union européenne. Il pourrait y avoir d'autres droits de douane qui viendraient s'appliquer à d'autres produits européens. On verra ce qu'il en sera aussi de cette idée de réciprocité que l'on évoquait. Est-ce qu'on peut déjà discerner quelles sont les perspectives économiques pour l'Union européenne dans un contexte de guerre commerciale comme cela agité par les États-Unis? Alors, ça dépend de quel droit de douane supplémentaire on parle, hein, soyons très clairs. Si on a juste parlé de l'acier et de l'aluminium, comme c'est le cas actuellement, en fait, notre commerce avec les États-Unis, entre l'Union européenne sur l'acier et l'aluminium, est assez faible. Hein, donc, c'est assez négligeable. Pour donner un ordre d'idée, la Belgique, par exemple, exporte 30 milliards par an de biens vers les États-Unis. Il y a 400 millions qui sont liés à de l'acier et de l'aluminium. Donc, on est dans une petite proportion. Par contre, si effectivement le 1er avril, comme il l'a promis, il met en place des droits de douane supplémentaires, surtout, blanket, comme il dit, surtout que ce soit 10 ou de 25%, là, évidemment, on est dans une toute autre dimension. Il faut se rendre compte, et je pense que le cas de la Belgique est assez spécifique, mais assez éclairant. Par exemple, la Belgique, on est une économie qui exporte beaucoup, et qui exporte beaucoup de biens. Et notre premier partenaire commercial hors Union européenne, ce sont les États-Unis. Donc, effectivement, si on est empêché d'exporter vers les États-Unis, ou en tout cas, on doit payer beaucoup plus cher pour exporter vers les États-Unis, ça a un impact sur l'activité en Belgique, en Europe, sur nos entreprises, sur les emplois, sur les investissements qu'elles font. Donc ça, effectivement, quel est l'impact? C'est négatif pour l'activité économique. Donc, si on est, par exemple, un tarif douanier de l'ordre de 25%, pour la Belgique, pour l'économie belge, on estime, si on fait un peu les calculs, qu'on a un impact sur la croissance à court terme de l'ordre de 0,3. Mais 0,3, c'est énorme. On a une croissance qui va aller à 1% ou 0,8 sur l'année. Donc, si on enlève 0,3, on a un impact majeur. Donc, effectivement, des tarifs douaniers complets, ça a un impact de ralentir l'activité économique européenne et certainement belge, parce qu'on exporte énormément et en fait, on est des petites économies ouvertes qui dépendent de la demande internationale et que les États-Unis ont un grand marché de consommation. Donc là, ça a un impact. Alors après, il y a la question de l'impact des mesures de rétorsion. Donc, Ursula von der Leyen a dit, voilà, on va mettre en place des mesures de rétorsion. L'idée, c'est d'essayer de négocier, parce qu'on a vu que ça fonctionnait avec le Canada et avec le Mexique. Quand ils disent qu'ils vont aussi renchérir les droits de douane, là, il y a une négociation qui rentre en jeu. Mais si effectivement, on a des mesures de rétorsion qui sont mises en place, ils essayent de cibler les biens qui vont nous faire le moins mal, ceux où on a des substituts, mais ça va quand même avoir un impact. Et ça peut en fait engendrer de l'inflation. Simplement, si certains biens viennent des États-Unis, ils sont plus chers, ça peut engendrer de l'inflation. Ce ne sera pas dans la même mesure qu'aux États-Unis, où là, les droits de douane vont engendrer de l'inflation de manière assez généralisée, mais on peut avoir un peu plus d'inflation. Donc effectivement, pour l'Europe et pour la Belgique, comme on est des économies très ouvertes, c'est pas très bon parce que ça tend un peu vers la stagflation, donc moins de croissance, plus d'inflation, c'est pas idéal. L'effet sur la croissance peut être tellement fort que finalement ça fait baisser l'ensemble des prix, mais in fine, c'est pas bon. Oui, donc si on retient le message, c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie belge, avec un risque de ralentissement économique et de l'inflation potentiellement, mais surtout alors pour les produits pour lesquels on commerce avec les États-Unis, pas pour l'ensemble des produits a priori. On a mis des mesures de rétorsion, donc on a mis des droits de douane supplémentaires qui là, si on ne sait pas les substituer, si on a absolument besoin de bourbon américain par exemple, il va nous coûter plus cher. Donc effectivement, sur le panier des biens à la consommation, on va avoir une hausse des prix. Et de manière plus générale, si on va dans une logique de guerre commerciale où non seulement les États-Unis appliquent des droits de douane, il y a les rétorsions européennes, mais aussi les rétorsions chinoises, on va avoir de plus en plus de friction en quelque sorte dans la circulation des biens, des marchandises, des services au niveau mondial. Est-ce que tout ça ne risque pas quand même de pousser l'ensemble des prix des marchés, mais sur le plan mondial, à la hausse? Oui, ça c'est un des risques à long terme. Effectivement, quand on a plus de friction et de manière générale plus de barrières tarifaires, ce qui se passe c'est que on est un peu plus limité dans la façon dont on produit. Donc, on a moins la possibilité de trouver, par exemple, des fournisseurs qui sont ailleurs quand un de nos fournisseurs a un problème ou ce genre de choses. Et donc, en fait, on est plus vite à la limite, ce qu'on appelle en économie la limite de la capacité de production. Et donc, in fine, ça engendre plus rapidement de l'inflation. Et la Banque centrale en Europe a déjà prévenu plusieurs fois sur le fait qu'effectivement, plus de friction sur le tarif, ça engendre plus souvent des pics d'inflation, des crises inflationnistes plus régulières. Ça ne veut pas dire que tout le temps ce sera le cas, mais il y en aura plus régulièrement quand on a un choc, quand on a un problème, le climat, eh bien, ça engendre plus rapidement de l'inflation. Et donc ça, c'est aussi moins confortable aussi pour l'économie mondiale. Donc clairement, et certainement pour l'Europe qui est plutôt exportateur, ce sont des éléments qui sont plutôt négatifs pour nous d'aller dans une direction où le commerce international est moins facile.
Hélène Ladzer, est-ce qu'on est en train de vivre alors un moment de bascule pour le commerce international et pour cette vision finalement très libre-échangiste qui a été portée jusqu'ici par les États-Unis et par l'Europe? On a l'impression que les États-Unis organisaient un grand marché dont ils gardaient une part de la maîtrise, mais un marché très ouvert, avec le dollar d'ailleurs comme monnaie de référence. Est-ce que tout ça est en train de se reconfigurer? C'est un moment de bascule pour l'économie mondiale? On espère que non. Il y a un parallèle qui est souvent fait actuellement avec ce qui s'est passé dans les années 30, avec aussi des tarifs qui avaient été instaurés d'abord aux États-Unis, donc les Smoot-Hawley tariffs, et donc avec les réactions au niveau mondial où chacun y était allé de ces tarifs, et donc quelque part un détricotage total justement du commerce mondial. Ici, on a l'impression qu'en fait, les États-Unis font encore un petit peu cavalier seul, dans le sens où tous les autres essayent de se positionner par rapport à ce partenaire, mais un partenaire central dans les échanges mondiaux, qui commence à faire un peu n'importe quoi. Mais donc, en l'occurrence, on espère que le reste des pays vont continuer à faire face. Mais ces discussions, parce que ce commerce, c'est quand même très fort lié aussi à la géopolitique, toutes ces discussions liées à la géopolitique qui est en train de se redéfinir également. L'Europe se retrouve confrontée à des importations assez fortes en fait d'énergie depuis les États-Unis, à un moment où elle avait déjà dû se défaire de sa dépendance par rapport aux énergies russes. Donc par exemple, est-ce qu'on va pouvoir imposer des tarifs sur ces importations-là qui viennent des États-Unis en termes de mesures de rétorsion? Sans doute que non, ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc sans doute qu'on va vers une redéfinition, en tout cas partielle, de la manière dont les échanges se font, mais on espère que ce ne sera pas une révolution totale. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste pas mal de brouillard encore sur ce qui va suivre. Jusqu'où Donald Trump ira-t-il dans la traduction en actes politiques de ses slogans de campagne? Jusqu'où la tectonique des plaques géopolitiques va-t-elle encore se réagencer? Et puis, jusqu'où l'Europe saisira-t-elle ce moment charnière pour prendre son destin économique et politique en main? Autant de questions que l'on vous promet de continuer à suivre de près dans les clés. Cet épisode, il était réalisé par Laurent Nélissen, avec à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci d'avoir suivi les clés. Si vous souhaitez nous écrire pour nous suggérer, pourquoi pas, de prochaines questions à creuser,